Bonjour et bienvenue au Rendez-vous de l'excellence à notre épisode numéro 10. Alors, comme d'habitude, à chaque mois, on se rencontre pour parler des changements qu'on voit dans les organisations et dans le marché du travail aujourd'hui. Alors, comme on a dit la dernière fois, les entreprises sont amenées à évoluer, à changer, à se transformer à une vitesse grand V. La technologie, les offres, les produits, les services, les demandes des clients, de nos consommateurs, de nos fournisseurs sont en train de changer et tout va très, très, très vite. Et donc, l'importance d'avoir des bons suivis, d'avoir les bonnes personnes sur les bonnes chaises, d'avoir de l'agilité, d'être résilient comme organisation devient de plus en plus critique, tout en gardant aussi une certaine standardisation et performance. Alors, à tous les mois, dans le cadre des rendez-vous de l'excellence, on reçoit un invité qui va venir parler avec nous de notre concept de l'excellence 5.0. Ce mois-ci, je suis super contente de recevoir Éric L'Heureux, qui en fait est un ancien acolyte de balado avec qui j'ai appris les balados. Éric est consultant en stratégie et en innovation de la firme Intellia Conseil. Salut Éric. Bonjour Véronica. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te revoir. Très content d'être ici, très content d'expérimenter ton format live avec toi. Oui, c'est pas pareil que le balado qu'on faisait auparavant, effectivement. Pour les gens qui nous écoutent en ligne, je vais vous encourager à rentrer dans le chat, nous dire bonjour, nous dire de où vous vous contactez, comme ça on peut savoir où vous êtes situé. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les rentrer dans le chat, on va pouvoir les adresser et y répondre au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation. Alors, Éric, pour commencer, qu'est-ce qui t'a intéressé ou qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la stratégie et à l'innovation? Grande question. Je vais essayer de peut-être la briser en trois morceaux. Euh, D'abord, je pense qu'on s'intéresse pas nécessairement à la stratégie d'entrée de jeu ou on ne fait pas de la stratégie d'entrée de jeu à 20 ans. On arrive à faire de la stratégie. Donc, on pourrait déconstruire juste cette affirmation-là. Oui. Bon, je suis diplômé en gestion des opérations d'HEC, autant au bac qu'à la maîtrise. Quand j'ai commencé à travailler, bien évidemment, en gestion des opérations, bien, moi, je travaillais aux approvisionnements chez Bombardier. Au-delà de faire des ententes commerciales avec les fournisseurs, bien, c'était surtout de comprendre en arrière qu'est-ce que les fournisseurs peuvent faire de plus ou de faire différent pour l'organisation. Et là, ça a ouvert la porte à toutes les questions de pourquoi on fait ça de telle façon, pourquoi on ne pourrait pas faire ça de telle autre façon, quelles sont les compétences des fournisseurs, comment on pourrait mieux s'intégrer. Bref, ça m'a amené à faire une maîtrise sur justement les stratégies d'impartition et surtout à focaliser sur les choix qui nous amenaient à optimiser nos opérations en tirant avantage des forces de nos fournisseurs. Donc, tranquillement, ben, le langage, la stratégie commençait à prendre forme. Mais bon, on est dans la vingtaine quand j'ai bifurqué vers les services conseils. J'étais chez Deloitte à l'époque. Évidemment, à 26 ans, 27 ans, on ne va pas nécessairement aviser le patron d'une grande société, d'un Fortune 500. Donc, c'est des mandats plus opérationnels, plus tactiques, mais toujours avec la question en arrière de comment on pourrait faire différemment, comment on pourrait transformer l'organisation en tirant avantage des forces de nos fournisseurs, tirant avantage de comment on peut servir différemment nos clients. Et avec les années, ben, les enjeux sont devenus de plus en plus importants. Les enjeux devenant plus importants avec les clients, ben, tu s'interfaces avec des membres de la haute direction, tu adoptes le langage de la haute direction, puis finalement, tu te rends compte que de la transformation opérationnelle, ben, tu parles de transformation organisationnelle, tu parles d'enjeux qui sont nettement plus importants et ben, ça amène à réfléchir différemment. Donc, de voir comment on peut mettre en branle différentes approches, différentes réflexions qui permettent d'avoir un impact plus systématique, plus durable dans le temps pour l'organisation. Et ben, je te dirais, ça s'est manifesté je te donne peut-être un exemple pour juste cadrer ce genre de discussion-là. Je me rappelle, il y avait dans une grande organisation, le CIO m'approche, il me dit, écoute, on a un enjeu de technologie, puis l'enjeu, sans parler de l'organisation, c'est un enjeu qui valait à peu près entre 50 et 100 000 $. C'est tout petit, c'est très tactique et opérationnel. Mais en posant des questions du pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi on ne pourrait pas faire différemment, ben, quand je me suis assis avec le CFO, ben, finalement, c'est un enjeu qui valait 1 million de dollars. J'ai dit, tu as deux choix. On peut régler le problème à 50, 100 000, puis c'est beau, c'est fini, en 3 semaines, c'est réglé. Ou on peut prendre un peu plus de temps,
Puis, on peut commencer à voir quels sont les impacts sur l'ensemble de tes opérations canadiennes et comment on peut intégrer des nouvelles technologies par rapport à tes objectifs stratégiques. Bien évidemment, aller chercher plusieurs centaines de milliers de dollars était nettement plus intéressant. Donc, parler ce langage-là, ben, ça a amené à justement focaliser sur des discussions plus stratégiques, je peux dire. Et ben, ça m'a amené justement à travailler beaucoup plus sur l'angle de la stratégie que, je dirais, des enjeux opérationnels. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça reste toujours très présent, mais c'est l'angle, c'est la perspective, c'est le point de vue qui a changé avec les années. En fait, moi, ce que j'ai remarqué aussi, parce qu'on a la même maîtrise, on ne s'est pas rencontrés au HEC, mais on a parlé de nos parcours quand même assez souvent, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on parle avec des entrepreneurs, des fois, quand on parle d'opérations, la majorité des gens ont tendance à penser que c'est sur le plancher de production, dans l'entrepôt, dans la distribution, que c'est vraiment une activité physique qui a lieu dans une organisation. Tandis que le bagage que nous, on apporte, il peut être autant dans du manufacturier que dans du service. Oui. Puis l'opération ne veut pas dire opération de production nécessairement, c'est les opérations générales d'une entreprise. Et je pense que c'est ça qui nous permet de faire le saut peut-être plus facilement et avec l'expérience, comme tu viens de dire, vers la stratégie et d'intégrer en fait les deux ensemble. Effectivement, effectivement. Puis je peux compléter ce que tu dis dans le sens de... Tu sais, je regarde mon background, j'ai travaillé en télécom, en assurance, en gestion immobilière, en e-business. J'ai travaillé avec des entreprises dans le domaine bancaire, dans le domaine de l'énergie, produits de consommation. À quelque part, cette perspective-là que tu parles nous amène à voir les différentes composantes de l'organisation, comment qu'elles s'imbriquent l'une avec l'autre. Donc, pour prendre le langage qu'on étudie, là, on parle d'approche systémique, on pense en système. Donc, pour moi, le langage d'opération, c'est toutes les interfaces de ces systèmes-là, comment qu'elles fonctionnent ensemble, puis comment qu'elles créent de la valeur ensemble. Donc, c'est une autre façon d'aborder l'entreprise, puis une façon beaucoup plus transversale qu'une vision très fonctionnelle. Donc, c'est peut-être là la différence que tu fais mention, effectivement. Oui. Absolument. Si on parle, en opération, on parle de nos définitions pour s'assurer qu'on parle le même langage, qu'on veut dire la même chose. Fait que si on définit un peu c'est quoi la stratégie, c'est quoi l'innovation, comment tu l'aborderais? Ben, d'abord, moi, j'aime bien la notion de stratégie. Quand on parle de stratégie, c'est de faire des choix. C'est de faire des choix différents de la compétition pour être unique dans sa création de valeur. Et là, je m'explique. Quand on parle de faire des choix, on parle de soit des clients, on peut parler de segments de clients ou des besoins différents. On peut parler de propositions de valeur différentes. On peut parler de faire des choix quant à son modèle d'affaires ou faire des choix même par rapport à la géographie ou les arènes concurrentielles dans lesquelles on veut œuvrer. Et je terminerai avec aussi, on peut faire des choix par rapport à nos prix relatifs. Ça ne veut pas dire que c'est tous ces ensembles-là qui doivent être différents. C'est certains de ces éléments-là qui doivent faire en sorte qu'on est unique par rapport à qu'est-ce qu'on apporte dans le marché. Donc, pour moi, la perspective de stratégie touche ces éléments-là. Et j'aime beaucoup une citation de John McGreta qui a écrit un super bouquin qui résume, si on peut dire, la pensée de Michael Porter, qui dit la chose suivante, elle dit competing to be the best feed imitation ou leads to imitation. Donc, si on travaille pour être les meilleurs, ça nous amène à travailler pour imiter les autres joueurs. Si on travaille pour être unique, ben, on va se nourrir d'innovation, on va se nourrir d'éléments clés qui vont nous amener à faire quelque chose de différent. Donc, cette notion-là, je la trouve super importante par rapport à la stratégie. Et j'ajouterai la chose suivante, pour faire peut-être le pont avec ceux qui connaissent Roger Martin, que j'apprécie beaucoup en termes de vision stratégique, ben, c'est d'abord d'identifier son ambition stratégique, c'est de définir ce qu'il lui appelle le where to play. Le where to play, c'est les éléments que j'ai parlé tantôt, quand on parlait de clients, qu'on parlait de proposition de valeur, de modèle d'affaires. Mais une chose qui est super importante, c'est le how to win. Comment est-ce qu'on se distingue, comment on est unique dans le marché, comment on va bâtir un avantage concurrentiel qui va nous permettre d'avoir une position dominante. Et je veux peut-être faire une mention ici. Pour moi, une position dominante, ça ne veut pas dire nécessairement que des profits. Ça peut être aussi, si on prend le BNL, donc à l'autre extrême complètement, de maximiser l'impact qu'on a pour la clientèle ou pour nos bénéficiaires. Donc, pour moi, le how to win peut être dans les deux sphères en tant que tel. Et évidemment, bien, une fois qu'on décide qu'est-ce qu'on veut apporter comme valeur, mais comment qu'on se structure, quelles sont nos activités clés, quelles sont nos ressources clés, quels sont les partenariats qui sont importants, notre structure de coût. Tous ces éléments-là doivent être intégrés et doivent faire du sens. Donc, pour moi, la stratégie, c'est tous ces éléments-là qui nous permettent de faire des choix qui sont intégrés et qui appuient la force qu'on veut avoir
qu'on veut avoir dans le marché. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Mais, d'ailleurs, depuis qu'on parle de stratégie, toi et moi, tu m'as toujours parlé de choix stratégique ou de réflexion stratégique. Tu ne parles pas d'une planification stratégique, tandis que la majorité des autres personnes avec qui je parle me parlent d'une planification stratégique. Peux-tu expliquer pourquoi, toi, tu l'abordes différemment, le terme? Oui, écoute, je vois un peu toute la réflexion stratégique selon 4 axes, et j'explique les 4. Et le premier, c'est justement la formulation de la stratégie. Pour moi, avoir la réflexion de que tout ce que je viens de mentionner, ben, c'est une réflexion qui, se fait prendre une fin de semaine, ça se fait pas à porte close, ça se fait idéalement en collaboration avec toutes les forces vives de l'organisation. On peut même aller chercher beaucoup de feedback au niveau de ses clients, au niveau de ses fournisseurs. C'est une réflexion qui est très, très, très large et qui nous permet justement de revenir à l'ambition, de where to play, de how to win. Et je pourrais donner certains exemples de comment ça peut prendre forme en tant que tel. Cette réflexion-là prend un certain temps. Une fois on se projette, puis on se dit, ben, on a réfléchi, on sait comment on veut se démarquer, on sait c'est quoi la stratégie qui nous fait qu'on est unique. Bien là, on peut parler de planification, parce que là, ça va nous amener quelles sont les priorités qu'on doit mettre sur la table dans le premier trimestre, dans le deuxième trimestre, dans la prochaine année, dans les prochains 2 ans, pour pouvoir cheminer dans notre parcours, pour pouvoir mettre en place et soutenir cette ambition-là. Donc là, on peut parler de planification stratégique, mais la planification, c'est un plan. Ce n'est pas une stratégie, c'est comment on va l'exécuter. Ça, c'est mon deuxième élément. Le troisième, bien, évidemment, on parle de transformation organisationnelle, on va parler d'exécution stratégique, on va parler de gestion stratégique. Donc, quelles sont les routines, quels sont les forums de discussion qu'on a, où est-ce qu'on laisse la place à prendre un peu de recul sur l'opérationnel, à mettre la place sur les enjeux stratégiques, la progression qu'on a par rapport à nos objectifs, comment qu'on progresse, comment le marché évolue, comment nos clients évoluent, quelles sont les questions qu'on doit se poser. Là, on est dans l'exécution. Puis dans l'exécution, bien, pour moi, il y a aussi la notion de transformation parce que dans beaucoup d'organisations, bien, cette réflexion stratégique a amené des transformations parce que bien, on veut aller du point A au point B. Oui. Ça demande des transformations au niveau de l'organisation. Et je dirais le quatrième point pour moi qui est hyper important, c'est toute la réflexion par rapport à comment on veut explorer les sources d'innovation, comment qu'on peut, puis là, je te laisse me guider dans qu'est-ce que tu vas entendre comme discussion, mais quand on parle d'explorer les sources d'innovation, il y a différentes sources qu'on peut aller chercher, soit on peut parler d'amélioration continue ou autant qu'on peut parler d'innovation radicale. Donc, il y a différents points de vue ou différentes lunettes qu'on peut prendre pour gérer l'innovation et l'amener à renforcer justement les choix stratégiques qu'on a faits au tout début de la première étape que j'ai parlé tantôt. Donc, planification pour moi, ce n'est qu'une composante dans l'ensemble de l'arc stratégique, si je peux le dire de cette façon-là. Et si on travaille de la planification stratégique sans avoir une stratégie qui est claire, qui est articulée et qui donne et qui insuffle une direction, ben, ça reste un plan, essentiellement. Ça reste un plan qui a tendance à se ramasser sur une tablette et qui prend de la poussière et qui n'est pas vraiment vécu à tous les jours dans l'organisation pour faire avancer les ambitions, comme tu dis. Oui. J'aime bien cette distinction-là. Tu parles des sources d'innovation, puis avant de te poser la question d'aller plus loin là-dessus, moi, je veux faire un lien parce que dans ce que moi, je suis en train de documenter de plus en plus au niveau de l'excellence 5.0 puis les changements qui sont amenés dans les organisations avec la pandémie, veut pas, on a vu l'importance de la résilience, de l'agilité, de la flexibilité. On l'a dit plusieurs fois, toi et moi, quand j'étais avec toi sur le podcast Agilité, Innovation, Excellence, on en parlait beaucoup, le fait que les organisations qui étaient capables de pivoter et de se transformer, de réagir rapidement, c'est elles qui étaient pour pouvoir continuer à survivre. Dans cette optique-là, quand on parle d'opération, vraiment production ou de gestion de la performance, on vise encore de la performance parce qu'il y a une performance financière à atteindre, mais il y a une performance opérationnelle à aller chercher aussi. Mais on veut intégrer davantage la flexibilité, l'agilité pour bâtir de la résilience dans l'organisation. Est-ce que, selon toi, ces éléments-là font aussi partie d'une stratégie? Auparavant, je le sais, on en a parlé plusieurs fois. Le fait d'avoir une excellence opérationnelle n'est plus une démarcation concurrentielle. C'est un requis pour tout le monde. Maintenant, le fait de ramener l'agilité, la flexibilité pour être résilient avec de l'excellence opérationnelle, là, est-ce que ça, tu le vois comme étant un avantage concurrentiel aujourd'hui?
ou est-ce que, comment tu le vois s'intégrer dans une stratégie d'organisation, dans une réflexion stratégique? Je pense que dans ta question, il y a deux éléments que je veux aborder. Le premier, puis j'essaie de ne pas oublier le deuxième en détaillant le premier. Quand tu me parles d'abord par rapport à l'excellence opérationnelle, est-ce que c'est un élément qui vient appuyer la stratégie? Est-ce que c'est une stratégie d'abord? Non. Est-ce que ça vient appuyer la stratégie? Je pense que oui, c'est un élément qui est essentiel. Cependant, n'oublions pas une chose, si tout le monde dans un même secteur se met à faire du juste à temps, à optimiser les temps de cycle, à faire du lean, à titre d'exemple, ben, à quelque part, on monte la barre pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on se différencie? Non. Est-ce que ça nous permet cependant, si on a du retard par rapport à ces pratiques-là, est-ce que ça nous met en une position désavantageuse? Certainement. Donc, à Oui. quelque part, le terrain de jeu devient le même pour tout le monde. Donc, il faut regarder ailleurs. Maintenant, quand tu me parles du deuxième point, quand tu me parles d'agilité ou de résilience, moi, la façon que je le positionne, c'est, et là, je fais une différence avec, je sais que tu as eu Jean-François il y a quelques semaines, Oui. il y a la grande définition d'agilité qui ressemble beaucoup à du lean, qui on s'abreuve du marché et on optimise notre organisation en fonction de qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce que le client a besoin. Ça, c'est une chose. Dans la définition courante qu'on entend quand on parle beaucoup d'agilité, c'est beaucoup plus en termes de flexibilité ou d'adaptabilité. Oui. Et là, la question qui est importante du point de vue de la stratégie, c'est de définir à quel endroit de notre chaîne de valeur, dans nos opérations, dans notre chaîne plus macro, on pourrait inclure même nos fournisseurs et nos partenaires, dans quel endroit est-ce qu'on a besoin d'efficience et à quel endroit on a besoin c'est un mot, on dit un mouthful en anglais, d'adaptabilité, D'adaptabilité. voilà, pour être en mesure de faire face aux incertitudes du marché. Et Oui. là, il y a un lien très fort avec la stratégie parce que c'est une décision qui doit être réfléchie et c'est une décision qui doit faire en sorte que ça peut nous amener un caractère unique dans la structure, dans notre modèle d'affaires. Je prends pour... Bon, j'ai eu plusieurs... dans le passé, j'ai fait différentes présentations à l'ETS, notamment sur le lien entre l'innovation, les chaînes d'approvisionnement et la stratégie. Et on avait une longue discussion sur cet élément-là. Donc, on pouvait comparer deux chaînes d'approvisionnement et à savoir, à titre d'exemple, où est-ce qu'on veut avoir de l'efficience, où est-ce qu'on veut avoir de l'adaptabilité pour faire face à des changements dans l'arène concurrentielle, des changements dans l'arène compétitive ou des changements dans les goûts des clients. Chaque organisation va devoir poser un regard qui va peut-être être différent d'un autre et développer une chaîne de valeur qui va être différente. Je prends souvent pour exemple la chaîne de valeur de IKEA, où est-ce qu'on nous, les consommateurs, faisons le travail d'assembler, mais les produits sont en stock, on a peu de variations qui sont sur les tablettes. On a généralement 3 couleurs et on va faire le travail. Par rapport à si demain matin, vous voulez acheter une bassinette pour un enfant, vous allez aller dans une boutique, vous allez peut-être acheter les produits Rive-Sud, South Shore ou du Talier. On va vous proposer peut-être 50 variations différentes, mais vous allez entendre 6 mois. Donc, les choix en termes de mode de fabrication, mode de distribution, où est-ce qu'on est efficient, où est-ce qu'on est plus adaptatif, si je peux dire, vont être différents et ça va faire en sorte que, à la base, ce sont des choix. Et ces choix-là rentrent dans la définition que je parlais de stratégie tantôt. Oui, ce sont des choix aussi qui sont beaucoup orientés vers le type de clientèle qu'on veut aller chercher. Parce qu'évidemment, IKEA n'ira pas nécessairement aller chercher la même clientèle que les meubles South Shore avec leur variété puis leur délai de 6 mois. Ça ne sera pas les mêmes prix non plus. Donc, ça a tout un lien avec la clientèle qu'on veut cibler. Voilà. Mais, maintenant, si on revient à ton commentaire d'innovation, tu nous parlais des différentes sources d'innovation, sans faire un cours magistral sur le sujet, parce que je sais qu'on pourrait partir sur ça, mais qu'est-ce que tu vois comme étant les différentes sources d'innovation que les organisations utilisent ou pourraient utiliser aujourd'hui? Bien, juste camper, puis sans justement rentrer dans un cours magistral, pour moi, je fais référence à un livre que je trouve génial et que je suggère à tout le monde qui s'intéresse au sujet de l'innovation. C'est 10 Types of Innovation de Larry Keeley, qui explore, dans le fond, lui, il parle de 10 sources d'innovation, mais à quelque part, c'est 3 grandes dominantes au niveau du modèle d'affaires si on parle du canevas du modèle d'affaires. Ce qui est intéressant au niveau de sa définition de l'innovation, c'est qu'il définit dans le livre qu'une innovation, c'est la création d'une offre viable, donc c'est une offre qui arrive au marché. Ce n'est pas une invention, ça doit être payant et rentable. Donc, il y a une dynamique qui veut pas
très commercial, qui différencie donc de l'invention, et ça doit apporter une certaine forme de nouveauté pour un marché ou une industrie. Et c'est évidemment plus qu'un produit. Et là, c'est le premier élément que je veux soulever quand on parle d'innovation, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut innover des fonctionnalités, on peut prendre un iPhone, on peut rajouter 40 lentilles différentes, puis dire, on fait une innovation. On pourrait caractériser ça comme une innovation, sustaining innovation, donc une innovation incrémentale. Est-ce que c'est vraiment une innovation? L'iPhone, quand il est arrivé, cependant, était une innovation. Une innovation peut-être un peu plus disruptive si on pense à BlackBerry à titre d'exemple. Oui. Donc, on voit tout de suite qu'on peut innover des produits, on peut innover des fonctionnalités, on peut innover un modèle d'affaires, on peut innover de la façon qu'on construit donc une architecture organisationnelle aussi. David Otissier, qu'on a eu sur le podcast, parlait, lui, d'innovation managériale. Donc, il y a différentes lentilles qu'on peut prendre quand on parle d'innovation. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand on parle d'innovation aussi, on peut réfléchir en termes de cibles. On peut parler d'innovation, d'amélioration continue. On peut parler moi, ce que j'appelle d'adjacence, c'est-à-dire on peut innover dans des nouveaux marchés avec des compétences ou des produits et services qu'on a déjà. Donc, on s'en va vers de nouveaux marchés avec des solutions qu'on possède, qu'on doit adapter à des nouveaux marchés, ou on peut travailler dans les marchés actuels, apporter quelque chose de nouveau. Donc, il y a toujours des éléments qu'on connaît et on va itérer à la marge, donc des adjacences. Et bien évidemment, on peut parler d'innovation plus radicale, donc d'innovation plus disruptive, qui est dans des nouveaux marchés avec des nouvelles solutions, beaucoup plus risquées. Donc, évidemment, dans chacun de ces quatre, je dirais, ces quatre sphères ou ces quatre cases d'une matrice 2x2, si je peux dire de cette façon-là, bien évidemment, le risque n'est pas le même, les enjeux ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, une organisation doit réfléchir à savoir dans quel terrain de jeu on veut jouer, dans quel terrain de jeu on veut explorer, et quels sont les risques auxquels on doit faire face, et quelles sont les méthodes ou les approches qu'on doit mettre en place pour dérisquer l'innovation. Parce que l'innovation n'a pas besoin d'être risquée. On apprend toujours quelque chose à travers le processus d'innovation, mais l'innovation doit se faire il faut penser en termes d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on dérisque? Prochaine boucle itérative, qu'est-ce qu'on apprend encore? Et plus ces cycles d'itération-là sont courts, plus ces boucles-là sont courtes, mais plus ça nous permet d'apprendre et de voir comment on doit ajuster le tir en fonction de ce qu'on veut obtenir dans le marché. Et je peux peut-être donner un exemple par rapport à ça. J'avais un client qui avait investi dans une solution, se questionnait à savoir, plusieurs millions plus tard, à savoir est-ce qu'ils avaient fait les bonnes choses. Ça nous a ramené à penser en termes de désirabilité au niveau du client, en termes d'adaptabilité par rapport au marché. Donc, est-ce que ça cadre avec les solutions ou ça cadre avec l'environnement concurrentiel? Est-ce que c'est faisable techniquement? Est-ce que c'est réalisable en fonction des compétences, de la structure organisationnelle, etc.? Et est-ce que c'est viable économiquement? Donc, à quelque part, ceux qui nous écoutent, qui connaissent le langage design thinking, bien, c'est différents éléments de design thinking qu'on a intégrés par rapport à une démarche structurante ou de validation de projets d'innovation, et en regardant où sont les hypothèses, quelles sont les certitudes, où est-ce qu'on doit dérisquer, quels sont les tests qu'on doit faire. Et rapidement, bien, ça nous a permis de prendre une décision à savoir, bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on itère vers une autre version? Bien, ça nous permet de faire ça quand on parle d'innovation. Donc voilà, je ferme la parenthèse, je te laisse peut-être Oui. guider tes auditeurs où est-ce que tu veux aller dans le sujet. Oui, mais en fait, je veux juste répondre à René. Oui, René, on va rajouter le lien du livre qu'Éric vient de mentionner. On va le mettre à la fin de l'enregistrement, comme ça, vous pourrez aller le voir. C'est un excellent livre aussi que moi aussi, j'ai déjà lu. Donc, oui, ça vaut la peine, on va vous le partager. Maintenant, tu nous as parlé de quelques exemples déjà, mais si je te demande aujourd'hui, les organisations, c'est quoi leurs besoins par rapport à la stratégie et à l'innovation? Est-ce que les organisations avec qui tu parles, elles sont toutes déjà en train d'avoir ces réflexions-là? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'organisations qui n'ont pas entamé des réflexions, mais sinon que c'est plus dans la tête du gestionnaire principal? C'est quoi les besoins que tu vois aujourd'hui? Bien, probablement des choses. Je suis un consultant en management, généralement, quand ça va bien, on ne nous appelle pas. Donc, je cadre déjà en partant la discussion. Généralement, c'est des organisations qui veulent aller plus vite, plus loin, ou des organisations pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Dans ce cadre-là, et à quelque part, ce que je vais dire s'applique aussi aux organisations qui vont bien parce qu'elles ont déjà les mécanismes en place. Donc, quand tu me dis qu'est-ce qui manque, je dirais d'abord, c'est un des premiers enjeux, c'est se décoller du quotidien. Je pense que tout le monde va me dire,
On n'a pas le temps de. On n'a pas le temps de. Et je pense que c'est le plus gros enjeu qui existe, au-delà de choisir la bonne stratégie, parce qu'on s'entend, quand on définit une stratégie, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça ne veut pas dire que c'est la bonne, ça veut dire qu'il faut rester ouvert à regarder les conditions de succès de notre stratégie et de l'adapter en conséquence de qu'est-ce qu'on voit par rapport au marché. C'est Ben, comme ça que c'est la réalité. D'où l'importance d'avoir un processus d'exécution qui est très bien défini pour être capable justement d'identifier rapidement les stratégies qu'on voulait déployer qui ne fonctionnent pas ou qui n'amènent pas les résultats qu'on voulait. Exactement. Donc, un peu comme je parlais tantôt du processus d'innovation, d'avoir des boucles itératives qui nous permettent de prendre du recul. Oui. Mais ce recul-là, donc j'y reviens, c'est le problème qui existe dans beaucoup d'organisations qui fait en sorte que finalement, on frappe un mur, on s'en est pas rendu compte. On sait que les liquidités ne sont pas très bonnes. Finalement, on se rend compte qu'il y a une désaffection peut-être de notre clientèle. Les structures de coûts sont très mauvaises. Ça, pour moi, c'est des conséquences. C'est la résultante qu'on n'a pas pris le temps de prendre du recul. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Je reviens à ce qu'on a dit tantôt. Il y avait les 4 éléments qu'on parlait. Il y a des différentes façons de le travailler. Mais l'enjeu à la base, c'est qu'on n'a pas pris du temps de prendre du recul, de se doter d'une gestion stratégique. Ce que je veux dire par là, c'est que nos priorités qu'on s'est fixées, on les regarde de façon périodique. On regarde comment que notre structure est alignée par rapport à l'exécution. On regarde la progression par rapport à nos enjeux, par rapport à nos cibles. Mais ça prend du temps. Je dis souvent, peut-être qu'au moins, au minimum, le vendredi matin, pas en après-midi, parce qu'autant que la stratégie que l'innovation, ça ne se fait pas à 3h45 le vendredi après-midi. Non. On n'a pas la tête là-dessus. On prend du recul, et on peut prendre du recul plus tôt dans la semaine, préparer la semaine suivante, préparer qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain trimestre, suivre l'exécution qu'on a, s'assurer qu'on a les bons mécanismes de collaboration, qu'on se parle. Tous ces éléments-là, ça semble évident. Malheureusement, dans beaucoup d'organisations, on ne le fait pas. Donc ça, je dirais, c'est peut-être la première chose à laquelle je pense. Maintenant, par rapport à ta question, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont plus, je dirais, plus exposés à certains enjeux. Je pense aux manufacturiers, je pense à la distribution. Dans certains cas, les entreprises de services, il y a des secteurs qui sont plus à risque par le fait des structures de coûts, des investissements qui ont été faits dans le passé, de la rentabilité qui doit être continuellement assurée par rapport justement à ces immobilisations-là. Alors qu'à l'opposé, si je parle en termes d'industrie technologique, si je pense aux télécoms, c'est des industries des organisations qui œuvrent dans des arènes qui sont nettement plus véloces. Ça va vite. Si on n'a pas cette vélocité-là, on est déclassé automatiquement. Donc, il y a aussi peut-être les industries qui viennent jouer peut-être un peu en termes qui amènent un enjeu concurrentiel différent par rapport à ta question. D'accord. Tu nous as parlé déjà de quelques exemples, mais as-tu des exemples concrets, sans nommer les entreprises, bien entendu, que tu peux nous partager où tu as aidé les organisations dans leur réflexion stratégique et des impacts que ça a apporté pour ces équipes-là? Je vais vous donner 3 exemples. Donc, j'essaie d'être le plus concret possible sans mentionner évidemment l'organisation, mais je peux parler de taille. Donc, on va prendre un exemple d'une très grande à une PME. Donc, à quelque part, on va avoir le spectre. Dans la grande entreprise, l'enjeu premier était, dans le contexte, on avait des marges décroissantes, le marché ralentissait, on devait dégager des liquidités. Donc, typiquement, on pourrait dire que c'est un enjeu on regarde notre chaîne d'approvisionnement et on va négocier des meilleures ententes. Premier réflexe pourrait être celui-là. La différence qu'on a pris, c'est qu'on a travaillé beaucoup plus à regarder les chaînes d'approvisionnement au complet, les rôles que nos différents partenaires jouaient donc dans le modèle d'affaires, quelles étaient les décisions en termes décisions en termes de besoins et de qu'est-ce qu'on voulait livrer à notre clientèle. Donc, on a eu beaucoup de discussions à cet effet-là et on a regardé, dans un deuxième temps, comment on a posé des questions à près d'une centaine de fournisseurs, mais des fournisseurs vraiment critiques au niveau de l'organisation. Qu'est-ce qu'on fait dans notre organisation qui vous amène des dépenses supplémentaires, une non-efficience au niveau de l'opération et qui engendre ultimement une hausse dans votre structure de coûts? Parce qu'on le sait, si on hausse la structure de coûts de nos fournisseurs, ça va influencer notre structure de coûts à nous aussi. Ouais. Donc, on a pris la route plus longue pour aller travailler l'intégration de notre chaîne d'approvisionnement complète
par rapport aux enjeux qui étaient des enjeux de coût en tant que tel. Et je me rappellerai toujours à la fin d'un cas précis. On travaillait évidemment avec l'équipe d'approvisionnement, on travaillait avec les équipes TI, les équipes marketing, les équipes d'entreposage, à titre d'exemple. Et l'acheteur me dit, elle dit, la négociation avait pris peut-être 1 heure. Elle dit, c'est juste ça qu'on négocie? Mais je dis, oui, mais ça fait 6 mois qu'on travaille à assainir les structures de coûts, qu'on connaît, qu'on essaie d'intégrer, qu'on prend des décisions, qu'on change notre façon d'opérer. Ultimement, on fait juste ratifier une entente commerciale qui solidifie, qui cristallise les décisions qu'on a prises tout au long du processus. Ben, c'est donc elle est plate. J'avais trouvé ça très curieux comme remarque parce qu'elle carburait sur « je veux négocier 5, 10, 15 ». Donc, évidemment, les gens le vivent différemment en fonction du Oui. rôle qu'ils ont dans l'organisation. Donc ça, c'était le premier exemple. Et pour la petite histoire, on parlait de plusieurs millions de dollars qui ont été économisés annuellement dans cette revue-là. C'est un projet qui a duré plusieurs années. Dans un deuxième temps, je prends une PME, une plus petite organisation qui, essentiellement, avait des enjeux de liquidité très forts, c'est-à-dire que on perdait de l'argent jour après jour et le compte en banque diminuait à vue d'œil. Essentiellement, on mettait la clé dans la porte. La question était d'abord de faire un peu comme on a parlé tantôt, de faire une revue stratégique, de comprendre la stratégie et les décisions qui étaient prises. Et on s'est rendu compte que rapidement, qu'on n'avait pas de maîtrise des structures de coûts, on n'avait pas de maîtrise de comptabilité par activité, on voulait être tout pour tout le monde, donc on ne focalisait pas nos opérations, on prenait des choix sans avoir une perspective de comment on peut focaliser et renforcer notre présence dans le marché, etc., etc. Bon, ça a amené différentes décisions. Ça a amené que l'équipe de direction a été partiellement remplacée. Le mandat venait du conseil d'administration. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est une organisation qui a le vent dans les voiles, qui a une image de marque qui a été complètement revampée. On peut typiquement parler de turnaround. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des décisions difficiles. Ils ont fait des choix. Les choix se sont articulés sur, on focalise sur certaines clientèles, on choisit de façon qu'on veut opérer. Il y a des choix qui ont été difficiles à dire, bien, on va moins servir certaines clientèles, plus servir d'autres. Il y a eu des choix par rapport aux structures de coûts, aux prix qui ont été offerts dans le marché et comment on fait en sorte que notre clientèle nous suit là-dedans. Donc, c'était toute une histoire. Et un point qui est intéressant là-dedans, il y a eu un changement culturel aussi qui était très, 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 très important. Tout ça a pu se faire parce qu'il y a eu une transparence dans l'équipe qui était autour de la table. Il y a eu des changements, mais tout a été fait pour maximiser l'apport de tous dans la transformation organisationnelle. Et c'était un moteur au niveau de la transformation. Troisième exemple que je peux parler, centre de recherche dans le domaine médical, qui, eux, voulaient faire en sorte d'établir une stratégie. Je me rappellerai toujours de la première discussion que j'avais avec la chef des opérations qui m'appelle, elle dit, écoute, on veut présenter une stratégie dans 3 mois. Est-ce que tu as le temps de travailler là-dessus et venir présenter la stratégie à l'ensemble du personnel hospitalier et de recherche? J'ai dit, première des choses, ça ne prendra pas 3 mois. Deuxième des choses, c'est votre stratégie et donc vous allez présenter votre stratégie. Comment qu'on part à partir de là? Ben, ça a pris 1 an. On a fait travailler l'ensemble des experts, l'ensemble des ressources vives de l'organisation qui ont réfléchi à comment se distinguer, comment être unique, tous les éléments qu'on a parlé tantôt. Ils ont articulé les vecteurs clés de leur stratégie, ils ont présenté leur stratégie, ils ont présenté leur plan pour pouvoir y arriver, et ils travaillent présentement à la mise en œuvre. Donc, le son de cloche que j'ai de l'organisation, parce qu'on se parle fréquemment, c'est tout ce momentum-là a permis, entre autres, comme dans le deuxième exemple que j'ai parlé, à créer vraiment, à insuffler en co-développement tout le changement culturel et de faire en sorte que la mise en œuvre de la stratégie est beaucoup plus facile quand on implique les gens dès le début dans la réflexion par rapport aux choix qui doivent être faits. Et là, je pense à Jean-François qui dit tout le temps, ben oui, mais chez Coke, on n'invite pas les 250 000 employés à avoir un mot dans la stratégie. On est d'accord. Mais il y a des façons de faire travailler les différents membres de l'organisation, de les faire participer selon leur champ d'expertise, selon leur champ de responsabilité, pour faire en sorte que quand on va mettre en œuvre la transformation organisationnelle et l'atteinte des priorités d'affaires, mais ça va être beaucoup plus facile à mettre en œuvre. C'est toute la question du buy-in. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer ce buy-in-là dès le début dans la démarche et de faire en sorte de faire que la stratégie, ultimement, ne fasse pas, comme tu l'as dit tantôt, devienne
un rapport de une sur cinquantaine, une tablette. soixantaine, 100 pages, puis on met ça sur la tablette parce que d'aucune façon on est en mesure de l'exécuter. Beh, justement, ça m'amène à te demander au niveau de l'exécution. Tu nous as donné des exemples où ce que tu as pu voir les changements sur des moyennes longues périodes de temps. Mhm. La stratégie, comme tu as dit, ça se fait pas le vendredi à 3h45. Ça prend plusieurs mois de réflexion pour amener à quelque chose qui va être solide, qui va être bénéfique pour l'organisation. Comment est-ce que tu recommandes de faire l'exécution après? Qu'est-ce que tu fais avec les clients pour amener vers l'exécution de la stratégie? Ben, je reviens à ce que j'ai parlé tantôt. On a parlé de formulation, on a parlé par la suite de planification, puis on parlait après ça d'exécution stratégique. Donc, tout le processus, je ne dirais pas, je ne veux pas dire quotidien, mais hebdomadaire, mensuel, trimestriel, de faire en sorte qu'on rend des comptes sur la progression de nos objectifs. Et bon, il y a des outils technologiques qui nous aident à faire ça. Le point n'est pas tant sur les outils que sur la méthode de s'assurer de la progression et de faire en sorte que l'agenda stratégique soit à la table dans nos discussions du comité de direction, soit à la table par rapport à nos revues trimestrielles, que ça soit pas... Oui, il y a des enjeux opérationnels, oui, il y a des enjeux qui sont pressants, oui, il y a des urgences, c'est normal. Mais, comme je le disais tantôt, qu'on dégage de l'espace pour avoir ces discussions-là. Ça ne veut pas dire qu'on accomplit toutes nos priorités dans le trimestre, mais on est capable de comprendre pourquoi ça va bien, pourquoi c'est plus lent, qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et avant d'attendre 3 mois pour avoir cette discussion-là, on peut l'avoir dans le mois, puis on peut voir les signes avant-coureurs déjà semaine après semaine. Donc, c'est trouver un équilibre dans aller chercher je ne parle pas de mesures de performance, mais d'indicateurs qui nous permettent de suivre la progression de nos actions stratégiques et qui nous amènent dans la bonne direction. Donc, cette notion-là, pour moi, c'est de la saine gestion. C'est de la gestion qui gagne en perspective, mais qui nous permet de toujours garder le pouls sur la progression de nos ambitions par rapport au marché, par rapport à ce que les concurrents font, et de faire en sorte qu'on puisse faire le tri entre le bruit, on parle tout le temps de noise, le signal versus noise, là, en anglais on pourrait dire, donc le bruit par rapport au signal, de vraiment garder cette perspective-là, je pense que c'est drôlement important pour pouvoir le mettre en œuvre et l'exécuter correctement. Et là, je termine là-dessus, on s'entend, il y a des changements qui sont des changements de processus, ça peut être de l'implication au niveau des systèmes, ça peut être des éléments culturels qui sont transformés, ça peut être aussi des éléments de structure. Il y a plein d'éléments, on ne peut pas tous les faire en même temps. Il y a des éléments qui ont un meilleur, on dit tout le temps un meilleur payback, un meilleur rendement sur l'investissement en termes d'énergie et de coûts. C'est une priorisation aussi qui existe en arrière, comment qu'on suit et on progresse dans notre plan. C'est un peu ça. Là, tu as mentionné une couple de choses, puis il y a 2 questions sur lesquelles je veux revenir. Tu as parlé des indicateurs, pas des mesures de performance. C'est quoi la différence pour toi entre les 2? Un indicateur, c'est avant le fait. Une mesure, c'est après le fait. Donc, si je suis en auto, quand je regarde dans le rétroviseur, c'est après le fait. Non, quand je regarde, je ne prendrai pas l'exemple de l'auto, là, mais essentiellement, quand je regarde des mesures financières ou des mesures clients, c'est des mesures de performance. Donc, c'est après le fait. Est-ce qu'on a la rentabilité qu'on veut? Est-ce que le client achète? Est-ce qu'il est content? Maintenant, des indicateurs, c'est ce qui nous permet de nous assurer qu'on fasse la bonne chose, qui nous amène à avoir le bon résultat. Donc, est-ce qu'on a on parlait tantôt d'agilité ou de flexibilité versus efficience. Donc, est-ce qu'on fait les bonnes choses au niveau des opérations? Est-ce qu'on pilote nos opérations correctement? Est-ce que nos collaborateurs ont les bonnes compétences et la bonne marge de manœuvre pour pouvoir réaliser ou performer dans leur champ de responsabilité? Est-ce qu'on a les bons systèmes qui nous permettent de supporter nos opérations? Est-ce qu'en termes d'innovation, on a les bonnes pratiques qui nous permettent d'abreuver de nouvelles sources de croissance éventuelles? Donc, quand on porte des regards là-dessus, il y a des choses qui nous amènent à, et il y a des choses qui nous disent si on a bien fait. Donc, pour moi, c'est la différence entre indicateur et mesure de performance. Donc, c'est le parallèle en anglais du leading et lagging indicator. Exactement. OK, parfait. Et c'est ce qu'on voit chez Kaplan Norton quand il parle, quand Kaplan Norton, en termes de balance scorecard, la notion de balance, donc leading et lagging, les indicateurs d'opération, la strate du bas avec les cultures, développement des ressources et innovation, et ceux du haut, qui sont les clients et les mesures financières, qui sont des mesures de performance. Parfait. L'autre question que j'avais pour toi, puis tu en parlais un petit peu, la culture, l'impact
l'impact de la culture dans une stratégie ou comment une stratégie peut avoir un impact sur la culture. Justement, c'est quoi le rôle de la culture de l'organisation et des valeurs de l'organisation dans une stratégie? Et comment ça peut influencer ou rediriger une stratégie? Mhm. Ben, premièrement, quand on prend une chose, pour moi, la culture est, c'est le moteur qui permet d'accomplir notre ambition stratégique. C'est-à-dire, pour moi, la culture, c'est la résultante des différentes actions et des choix qu'on fait dans l'organisation. C'est de la façon qu'on opère, c'est de la façon qu'on collabore, c'est de la façon qu'on prend des décisions. Tous ces éléments-là viennent teinter la culture. La culture, c'est une résultante. C'est la résultante de ces éléments-là. On peut avoir une culture autoritaire, on peut avoir une culture de collaboration, on peut avoir... Évidemment, ça va beaucoup se refléter sur la structure, ça va se refléter sur la façon qu'on travaille et ça va s'influencer indirectement et directement. Dans ce sens-là, ben, veut pas, ça va être une façon de mettre en œuvre notre stratégie. La culture, si je reviens par rapport à une culture autoritaire, une culture peut-être plus collaborative, plus ouverte, ben, si on veut avoir une culture autoritaire, on travaille parce que, bon, pas qu'on veut, c'est pas souvent, c'est parce que c'est un héritage dans l'organisation, ben, à quelque part, le dirigeant va décider de sa stratégie, va le travailler souvent en vase clos, va l'imposer, puis après ça, va dire, ah ben finalement, mon équipe n'a pas été en mesure de l'exécuter correctement, je change les membres clés de mon équipe et je recommence. On voit ça de moins en moins, je crois. Je pense qu'on est Ouais. en 2024, on est beaucoup plus dans un paradigme de faire participer les forces vives de l'organisation, donc beaucoup plus dans une culture d'ouverture, parce qu'on reconnaît qu'à quelque part, ben, les gens ont un rôle à jouer et l'adhésion des gens à l'organisation aujourd'hui, c'est plus que transactionnel. C'est plus que tu me donnes une paye puis j'exécute mon travail. Ouais. On vise à aller chercher un petit peu plus loin. Je ne dis pas que Mais j'allais dire, c'est je dis pas que c'est tout ou rien, là. Il y a tout un spectre, un monde de nuances, mais je pense que c'est important de considérer l'élément culture comme étant un vecteur de transformation qui est vraiment significatif. Oui, puis en même temps, quand tu vois les études qui sont faites par Gallup, la dernière que j'avais vue, je pense que c'était novembre 2023, Mhm. où ça disait que pas loin de 54-56% des employés ne sont pas engagés au travail. Puis le taux des employés qui comprenaient la stratégie et la mission de l'organisation, c'était encore plus bas. Oui, on est dans un paradigme de plus de collaboration, mais par contre, on dirait elle est courte, la collaboration. Elle n'est pas sur la chaîne de valeur au complet de l'organisation ou sur Mhm. les activités complètes de l'organisation. Du moment que les employés ne comprennent pas ce qu'ils font à tous les jours, comment ça va avoir un impact sur le résultat et le bénéfice de l'organisation et des clients. Mhm. Donc, il y a comme il y a une dualité là, dans les informations qu'on voit. Je suis d'accord avec toi qu'on voit beaucoup plus de collaboration, mais en même temps, je pense qu'il manque un petit morceau, là. C'est peut-être le volet Ah oui. exécution Mhm. qui est pas totalement bien déclenché, qui fait en sorte que les employés savent pas trop dans quelle direction ils doivent s'en aller. Puis encore là, tu sais, je pense à un épisode, l'épisode du podcast qu'on diffuse demain. Arnaud Tonelé mentionnait, tu sais, il dit, tu prends Amazon, parce qu'on avait dans notre discussion un élément qui touchait ce sujet-là. Tu sais, les employés d'Amazon, est-ce qu'ils sont tous bien traités? Est-ce que... Puis je porte pas de jugement, là, je veux dire, Non. mais le point, c'est que les employés qui travaillent dans l'entrepôt chez Amazon, est-ce qu'ils aspirent à faire réussir l'organisation? Est-ce qu'ils comprennent les différents éléments? Ou est-ce qu'ils veulent dans quelle mesure on leur donne la chance de... bon, je ne connais pas le contexte d'Amazon, c'est pour ça que c'est plus des questions. Maintenant, on parle de très grandes organisations, c'est nettement plus facile dans une PME. Dans une Ouais. PME, le niveau hiérarchique entre le premier employé qui est sur le terrain et le président, souvent, c'est juste 3 niveaux, là. 2 à 3 niveaux, et des fois, c'est peut-être moins encore. Donc, à quelque part, c'est plus facile, et je pense même à quelque part que c'est un avantage pour les plus petites organisations de créer un environnement qui est extrêmement stimulant pour l'ensemble des membres de l'organisation, puis il y a différentes façons de le travailler, parce que ça devient à ce moment-là un élément, je veux dire presque concurrentiel, parce que ça permet justement de créer un facteur qui est unique. Donc, je reviens à la perspective de stratégie que tu me mentionnais dans ta question. Il y a des moyens de le jouer. Dans les grandes organisations, peut-être plus difficile, il y a d'autres moyens, c'est plus lent. Je pense que la notion de vélocité vient jouer aussi Ouais. là-dedans. Et dans les très grandes organisations, bien, ça demande un leader très, très, très fort qui pousse cet agenda-là à travers l'ensemble de l'organisation et qui donne la marge de manœuvre pour pouvoir le faire. Et la transformation, souvent qui se fait dans les grandes organisations est beaucoup plus lente.
et des fois, peut-être qu'ils n'ont pas le loisir que ça se fasse lentement. Mais bref, ça, c'est un éditorial. Oui, oui, oui. Puis ça pourrait être tout un autre sujet d'épisode. Mais je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire par rapport à la différenciation qu'une PME peut faire par rapport à la gestion des employés. Dans l'optique de l'industrie 5.0, un des facteurs clés qui revient, c'est de ramener l'humain au centre de l'organisation. L'humain était encore présent, mais on l'avait comme remplacé, ou on parlait beaucoup de le remplacer par des équipements, des machines, l'automatisation et tout ça. Dans l'industrie 5.0, on parle vraiment de l'humain à sa place centrale dans l'organisation et plus que juste comme client ou comme partenaire fournisseur, mais on parle de créer une proposition de valeur pour les employés pour être capable d'attirer la main-d'œuvre qualifiée qu'on a besoin, mais aussi de la retenir. Fait que, avec ce que tu viens de dire, les PME ont comme un avantage parce qu'ils peuvent être beaucoup plus rapides à exécuter. Ils peuvent être plus rapides à effectuer des transformations. L'idée, c'est de ne pas faire continuellement des transformations, mais d'être évolutif aussi, mais ils ont un avantage par rapport à la grande entreprise qui peut avoir cette proximité-là de gestion, ramener le pourquoi on fait ce qu'on fait vraiment à la grandeur de l'organisation, pas juste sur un panneau là, qui est sur une salle de conférence qu'on voit presque jamais. Mais je pense qu'il y a la PME a un avantage à faire vivre cette raison d'être là et de comment les employés font partie de l'équipe et comment on peut créer cette valeur pour les employés que la grande entreprise a peut-être plus de difficultés pour différentes raisons. Tout à fait d'accord avec toi. Maintenant qu'on on en a parlé un petit peu, mais en tout cas, je te repose la question en cas qu'il y ait d'autres choses, mais le lien que tu vois entre la stratégie, l'innovation et l'excellence opérationnelle, on en parle. Pour nous, tu sais, je sais que pour les deux, c'est imbriqué, ça en fait partie. C'est pas juste, tu peux pas juste faire le choix d'avoir une excellence opérationnelle. Il faut que ce soit présent. Mais comment est-ce que tu l'intégrerais avec la stratégie? Ben, en fait, je pense que c'est comment j'intégrerais peut-être l'innovation, puis de là va venir l'excellence opérationnelle. Si je reviens à l'axe que je parlais tantôt, dans le sens qu'on peut innover pour les activités courantes, donc l'amélioration continue. On peut améliorer nos opérations qui va ultimement améliorer notre structure de coût, qui va créer de la valeur sur le produit, sur le modèle d'affaires qu'on veut livrer au client avec le produit ou le service. Dans une optique d'innovation, il y a toujours, on fait des petits sauts quelque part. Est-ce que ça va nous permettre d'amener quelque chose de différent selon la définition que je parlais tantôt par rapport au marché? Ben, on court le risque qu'un joueur vienne nous surprendre parce qu'il va prendre un tournant différent par rapport à ses choix au niveau de l'innovation. Et là, je veux attirer l'attention sur la théorie de la disruption de Clayton Christensen dans son livre, c'est Seeing What's Next. Dans ça, il essayait de développer à ce moment-là la théorie de l'innovation appliquée de façon prédictive sur c'est quoi les grands mouvements qu'il pourrait y avoir dans le marché et les choix qui en découlent par rapport à l'amélioration, par rapport à l'excellence, à titre d'exemple, et par rapport à des innovations peut-être un peu plus radicales. Et sans nécessairement ressortir les graphiques puis expliquer un peu tout ça, je vais donner l'exemple du iPhone SE, à titre d'exemple. Bon, par rapport au iPhone normal, iPhone 15 aujourd'hui, iPhone Pro. Donc, on est toujours en train d'améliorer notre produit dans l'innovation courante. Là. On améliore une lentille, on améliore notre capacité du processeur, on fait une amélioration à la marge. Mais plus on travaille sur ces innovations-là, plus on délaisse un pan de notre clientèle qui n'est peut-être pas prête à payer pour avoir accès à ces nouveautés-là sur le produit. Et du coup, le problème, c'est qu'on laisse en arrière le champ à Samsung, à LG, à Huawei, à toutes les autres manufacturiers de téléphones, d'aller combler avec une offre inférieure, avec un prix inférieur, aller chercher une clientèle qui serait volontaire de délaisser leur iPhone parce qu'ils ne veulent plus payer 1100, 1200, 1600 $ pour un téléphone et un appareil à 500 $ pourrait très bien faire le travail. Qu'est-ce que Apple a fait? En regardant, et c'est textbook là, par rapport à la théorie de Christensen, toute la portion qui est délaissée, ben, on va chercher un iPhone SE, où est-ce que c'est un appareil qui est 3 générations d'avant, qu'on va vendre à 500 $, 600 $, qui est là
que pour une chose, aller s'assurer que notre clientèle, on n'ait pas de désaffection et qu'il reste dans l'écosystème. Donc, à titre d'exemple, quand on parle d'innovation par rapport à la stratégie, on voit les enjeux de l'innovation, comment l'innovation peut venir jouer par rapport à des choix de marché, de capturer des marchés, de conserver des marchés, et comment ça évolue par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à nos produits courants. Maintenant, on a vu dernièrement, Apple a sorti des nouveaux iPads, le marché est déprimé, il dit bah, il n'y a rien vraiment de nouveau, il n'y a pas d'innovation systématique de la part d'Apple, il n'y a pas de nouveaux produits. Donc, à quelque part, l'innovation plus radicale, ben, on est en manque de ça du côté d'Apple depuis un certain temps. OK, parfait. Si je regarde cependant du côté, je reviens à ton côté excellence opérationnelle, Tim Cook est l'ancien Chief Operating Officer de Apple. C'est une machine opérationnelle qui carbure sur l'excellence en termes de temps de cycle, en termes d'intégration au niveau des partenaires, en termes de fabrication à travers les différents partenaires, de s'assurer que les iPhones soient livrés à de la qualité en temps, dans les délais, au niveau des différentes places de marché. Ben ça, c'est quelque chose, là, parce que c'est beaucoup, beaucoup, et c'est très gros. Donc, vois-tu, pour moi, l'exemple de Apple va toucher la capacité de jouer à un niveau d'excellence opérationnelle très élevé, va parler de l'innovation comme étant une arme concurrentielle qui est super importante, parce que ça nous permet de s'assurer qu'on garde, dans le cas d'Apple, notre écosystème le plus profitable possible, de s'assurer qu'on dessert différentes clientèles, et ben, ça, en termes de choix, ben, c'est des choix qui relèvent de la stratégie. C'est des choix qui sont mis en œuvre, qui sont exécutés et qui sont drôlement importants. Je me rappellerai toujours, puis je termine le dernier commentaire là-dessus, je pense que c'est dans le livre de la biographie de Steve Jobs. Il y a un passage qui parle d'une discussion qu'il y avait au niveau du comité de direction. Il y avait un enjeu opérationnel. Tim Cook était alors CEO et non, il était président, je m'excuse. Donc, c'est un peu plus tard. C'est un autre papier qui était sorti. Il y avait un enjeu au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui était soulevé au début du meeting. Puis, une demi-heure dans le meeting, Tim Cook se retourne vers sa personne responsable. Il dit « Qu'est-ce que tu fais encore là? » C'est tellement important. Tu devrais être déjà dans un avion. Va-t'en, va régler ça. C'est super important. Réglons ça parce que ça a d'autres conséquences. Donc, la dimension d'excellence, elle est omniprésente chez Apple, autant que l'innovation, autant que dans l'innovation, il y a différents spectres d'innovation. Et qui sait, il y a peut-être des surprises qui nous attendent au tournant de la prochaine année chez Apple. On ne sait pas. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on voit comment Apple a changé un petit peu de direction avec le départ de Steve Jobs puis l'arrivée de Tim Cook. Fait que on voit l'influence du leader en haut qui amène la stratégie vers peut-être les endroits où ils sont plus confortables. D'où, pour moi, l'importance, justement, dans la dernière question, qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour y répondre, mais dans l'intégration de la stratégie dans une organisation, avec qu'est-ce que tu viens de dire d'exemple d'Apple, moi, je vois que c'est vraiment très important d'être capable d'avoir une équipe multifonctionnelle qui va avoir des forces complémentaires et non pas juste d'avoir juste du monde qui est innovation, 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 parce qu'on va manquer le bateau sur d'autres choses. Donc, rapidement, Eric, c'est quoi le conseil que tu peux donner pour une entreprise qui veut intégrer la stratégie de l'innovation dans sa culture? Bien, il y a deux choses. D'abord, d'avoir des membres au niveau de l'équipe de direction qui pensent en termes de système. On parlait de pensée systémique tantôt. Système, je ne parle pas de système informatique. Je parle en termes des différentes composantes de l'organisation et de l'influence que ces composantes-là ont les unes par rapport aux autres. Donc, la vision holistique de l'organisation. Voilà, donc on parle de fit stratégique, on parle d'alignement. Ça, c'est, je pense, le premier élément, de faire en sorte que, après ça, les responsabilités d'innovation, les responsabilités d'efficience ou d'excellence deviennent des préoccupations de tous. Donc, comment qu'on intègre ça de façon transversale? Je pense que c'est le premier élément. Deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de se dégager du temps. On en a parlé tantôt, c'est de dégager du temps pour parler stratégie. La stratégie, ce n'est pas une boîte noire, ce n'est pas quelque chose qu'on laisse sur la tablette, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Ça fait partie de l'ensemble des décisions qu'on prend et ce qui guide aussi nos décisions. Avoir une stratégie, c'est être capable de dire non. Combien de fois dans votre semaine vous dites non? Ça, c'est le premier élément. Ça peut être à des clients, à des décisions d'investissement, ça peut être des décisions d'opération. Combien de fois vous dites non dans une semaine? Si vous êtes capable de dire non, c'est parce qu'à quelque part, vous avez fait des choix au niveau de la stratégie. Donc ça, c'est un des éléments que je pourrais soulever. Après ça, si on part déjà avec ça, c'est le reste.
on pourrait parler d'ambition, de qu'est-ce qu'on veut atteindre dans le marché, comment on se structure. C'est secondaire. Les premiers éléments, je dirais, c'est d'avoir ce mindset-là pour pouvoir mettre en œuvre après ça ces décisions. Moi, je rajouterais que je pense que c'est important aussi d'être accompagné avec des gens de l'externe qui peuvent amener une réflexion plus neutre. Parce que quand tu es dans ton organisation tout le temps, à un moment donné, tu ne vois plus la forêt, tu vois juste que l'écorce de ton arbre. Tu as de la misère à décoller de l'écorce. Mais d'avoir des partenaires externes qui peuvent venir t'aider dans la réflexion, que ce soit des clients, des consultants qui peuvent aider dans la démarche, des fournisseurs qui peuvent venir encadrer ou rajouter des éléments qui peuvent nous amener une vision qu'on n'a pas parce qu'on est trop dans l'organisation. Je pense que ça va avec le temps de réfléchir à tout ça, mais de sortir de sa boîte, là, de sortir de son quatre murs, parce qu'on manque peut-être des opportunités qui sont très présentes et très accessibles, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est trop à l'intérieur de nos quatre murs. Puis je rajouterais au point que tu viens de mentionner, c'est le fait de travailler, peu importe avec qui on est accompagné de l'externe, ça nous force à arrêter. C'est vrai. Une des choses que j'ai appris rapidement en conseil au début, quand j'ai commencé à faire du conseil, puis là je remonte à il y a 25 ans, je pensais que parce qu'on avait 26-27 ans, qu'on sortait d'université, qu'on était bon à l'école, d'exemple, puis qu'on travaillait pour des grandes firmes, ben, d'entrée de jeu, tout ce qu'on allait dire allait prendre forme, puis on avait la solution parce que c'était de la technique. On apportait des solutions techniques, des réflexions. Rapidement, en organisation, on travaille avec des êtres humains, on transforme des êtres humains. Je le dis peut-être de façon maladroite, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on transforme la façon que le client voit son problème, voit ses enjeux, et on l'aide à aborder sa problématique d'une façon différente. Donc, à quelque part, comme consultant en management, on est des agents de changement. On est des gens qui accompagnent le changement, mais en même temps, on le provoque. Et on devient à quelque part un peu la force qui va amener des discussions inconfortables, qui va amener des décisions qui ne sont pas agréables, mais qui va amener aussi de faire suite aux décisions qu'on prend, qui va nous forcer à prendre un point de recul et de voir on est rendu où, on s'en va dans quelle direction, et est-ce qu'on a le succès qu'on veut avoir, et d'avoir les discussions qu'il doit y avoir avec. Donc, c'est ça que je veux dire quand je parle d'agence de changement. Ça vient prendre le recul que tu viens de mentionner, ça vient de prendre cette notion-là d'accompagnement. Ben, je pense que ça a une valeur pour beaucoup d'organisations. Absolument. Écoute, je vais finir avec mon petit résumé de mes 3 points que je retiens, mais en fait, je triche un peu, j'en ai retenu 2, puis je vais prendre l'autre de René qui l'a mis dans le chat parce que je le trouve vraiment intéressant. Donc, la stratégie, c'est bon et nécessaire qu'on soit une PME, une grande entreprise ou un OBNL. Ça va nous aider, indépendamment de la taille ou de l'activité que l'on fait dans l'organisation. Quand on parle de nos choix stratégiques, c'est le où on veut opérer et comment on veut opérer. Ce sont les choix que l'on fait pour être capable de répondre à ces 2 questions-là. Et je vais finir avec la phrase que René a mise ici en citation. La culture est le moteur qui permet d'accomplir la mission. Voilà. Sur ce, Éric, merci beaucoup de ta présence. Un plaisir encore une fois. On dirait qu'on a refait nos podcasts depuis quelques années. On n'a comme pas perdu la tournure. Fait que merci beaucoup. J'apprécie beaucoup ta présence. Ben, merci à toi. Merci de l'invitation. Puis merci à ceux qui ont assisté à l'enregistrement. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Je vous laisse avec le petit mot de la fin et le prochain épisode qui aura lieu au mois de juin. Merci à tous.